Salut à toutes et à tous, c'était un jour pour s'échapper. Les baroudeurs s'en sont donnés à cœur joie lors de la 4e étape du Tour de France entre Carcassonne et Foix. Mais parmi eux, un sprinter s'était glissé. Après avoir résisté aux 4 ascensions du parcours, le Danois Mads Pedersen a remporté sa 3e victoire sur le Tour de France, sa première en 2026. Pendant ce temps-là, Pogacar a lui cédé son maillot jaune à Thorstein Tren, un Norvégien au destin particulier. Pour débriefer cette 3e étape du Tour de France, j'accueille nos spécialistes, les reporters du journal L'Équipe qui vous font vivre la course au quotidien dans leurs articles et dans ce podcast. Bonsoir Lucas Rinx. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Julien Chinet. Bonsoir à tous. Et un petit nouveau pour remplacer Thomas Perrotto. Bonsoir Eloi Touot. Bonsoir tout le monde. Et bienvenue à toi. C'est parti pour le 5e épisode de l'équipe du Tour 2026. Et comme tous les soirs, avant de débattre notre traditionnel tour de table, quelle image retiendrez-vous de cette 4e étape du Tour de France? Julien, à toi l'honneur. Je dirais ces 3 cyclos que j'ai vus en bord de route à l'ombre et qui m'ont dit qu'ils avaient fait 95 km de vélo ce matin pour venir voir passer le Tour, qui me rapportaient qu'ils avaient encore 95 km à faire pour revenir chez eux à Bacarès, mais ça les inquiétait pas trop. Je leur ai dit bon courage, ils m'ont dit non, c'est que du plaisir ici. Donc toi, tu t'es vraiment ennuyé aujourd'hui. J'ai fait la sieste tout le long, c'est vrai. Et en plus, ils n'ont pas eu de ravitaillement. Enfin, en tout cas, on imagine. Luc, qu'est-ce que tu retiens de cette étape? Moi, je retiens ces magnifiques routes sauvages entre l'Aude et l'Ariège et une superbe course, enfin, avec cette belle échappée, cette bataille tout du long, une vraie course de vélo et la chaleur, évidemment, mais ça fait partie du Tour aussi. Eloi, qu'est-ce que tu retiens, toi? Eh ben moi, je vais être dans la droite lignée de Julien ces derniers jours. J'ai eu la chance, je sais pas si c'est la chance, mais de voir Tenissen et Terrada barboter sur un petit bain froid juste après l'étape. C'était assez drôle à voir. On aurait dit 2 petits enfants qui jouaient dans leur bain. Donc ouais, c'est ma petite image du jour. Et les échappés ont enfin eu leur mot à dire dans ce Tour de France après 3 journées dominées par les cadors du classement général. Un groupe de 34 coureurs s'est rapidement détaché dans la fournaise du sud-ouest avec la bénédiction du maillot jaune Tadej Pogacar et de son équipe UAE Team Emirates qui ne tenait pas visiblement à conserver le leadership au classement général. Une équipe a été particulièrement en vue, la Lidl Trek qui avait placé 3 très gros poissons dans l'échappée, le Tchèque Matthias Vacek, le champion des États-Unis Quinn Simmons et le Danois Mads Pedersen. Finalement, c'est logique, Luc, quelque part de voir Pedersen s'offrir le bouquet compte tenu de la composition de cette échappée, si tant est qu'il passe les difficultés, ce qu'il a su faire avec brio. Ouais, compte tenu de la composition de l'échappée, oui. Mais en amont, on n'imaginait pas forcément un sprinter s'imposer aujourd'hui, même si Mads Pedersen est bien plus qu'un sprinter, peut-être qu'on y reviendra. En tout cas, c'est un plan exécuté à merveille par les Lidl Trek qui avait prévu ça depuis déjà le mois de mai. En fait, le directeur sportif Steven de Jong était venu reconnaître cette étape. Et quand il était arrivé à Foix, il avait tout de suite appelé Mads Pedersen et il lui avait dit « Cette étape, elle est pour toi ». Julien? On peut dire qu'ils ont fait une masterclass aujourd'hui. On est dans une cour d'école, c'est pour ça que je me suis permis de le placer. Effectivement, avec Simmons et Vacek avec lui, il avait 2 gardes du corps extraordinaires pour l'accompagner. Eux-mêmes avaient peut-être la force pour jouer la victoire d'étape, on va dire à la régulière avec les autres coureurs. Mais effectivement, avec un coureur qui a la résistance de Pedersen, évidemment, ils ont tout misé sur le Danois et ils ont récité leur partition à la perfection jusqu'au bout. Et le sprint a été une démonstration. Il a dû mettre 5 vélos d'avance. Il n'y a pas eu photo et non, c'est pas 5, spécialement... t'es gentil. Je pense qu'il y en a même 10. Pas loin. On ira compter. On vous demandait à Nicolas Pertuis ses mesures précises, le nombre de coups de pédale. Mais Steven de Jong disait que ces 3 coureurs auraient pu gagner aujourd'hui. À aucun moment, il a eu peur que vraiment cette étape leur file entre les doigts parce que Vacek et Simon sont vraiment au top de leur forme. On a vu l'Américain gagner au Tour Auvergne-Rhône-Alpes. On a vu que Vacek était déjà il a remporté encore le championnat national et puis il était en grande forme aussi au Tour de Suisse. Et donc ils ont parfaitement contrôlé cette étape et c'était assez audacieux et courageux de vraiment de tout donner, de tout miser sur Pedersen parce que les deux auraient pu s'envoler plus tôt. Oui, on aura l'occasion d'y revenir. Un mot, Eloi, là-dessus. Non, ce que disait Julien sur comment il a été impressionnant dans le final aussi, Pedersen, parce que dans Montségur, il tire un peu. Il avait un peu de mal et voir, il s'impose avec une telle facilité sur la fin. Moi, c'est ça qui m'a aussi le plus impressionné en fait au final. Voir que sur une étape où il y avait quand même du dénivelé, il arrive à mettre beaucoup de force dans le final en fait. Parce que ça n'est pas, et tu le disais Luc il y a quelques instants, ça n'est pas qu'un sprinter. Mads Pedersen, c'est aussi un garçon, on le sait depuis des années, qui est assez fort dans les bosses et qui est capable d'aller chercher ce genre d'étape. Ouais, c'est un coureur qui en chaque début de saison, il aime bien se préparer sur ses courses dans le sud de la France, le Tour de la Provence, l'Étoile de Bessèges. C'est loin d'être des courses toutes plates sur ces courses-là.
Il aime bien même partir assez loin, se tester et dominer tout le monde dans les ascensions. Ça fait sa préparation pour les classiques. Et justement, c'est un coureur qui brille aussi sur les classiques. En fait, on est plus sur un coureur de type Van Aert, Mathieu Van Der Poel. Van Aert qui a quand même gagné au Ventoux. Oui, il a gagné au Ventoux, oui, je te confirme. Et En bas du Ventoux. et voilà, ça situe juste le profil de ce garçon qui est juste hyper complet et qui a peut-être même une meilleure pointe de vitesse que Van Aert et Van Der Poel. Un mot à ajouter là-dessus, Julien. On passe tout de suite à la stratégie peut-être de cette équipe Lidl Trek. On a forcément envie d'en parler parce que ils avaient envoyé donc 3 gros poissons devant, Quinn Simmons, Mats Pedersen et le troisième je le mange, c'est donc Matthias Vacek. On se disait que voilà, dans tous les scénarios, ils allaient s'imposer aujourd'hui. C'était pas possible autrement dans cette échappée. Oui, c'était pas possible, mais pour revenir à Pedersen, peut-être ce qui m'impressionne, c'est sa capacité à s'imposer dans les conditions extrêmes, mais qu'il fasse très froid, très pluvieux ou très très chaud comme aujourd'hui. Il est champion du monde en 2019 dans des conditions terribles de flotte. Là, on a atteint 43 degrés, je crois, aujourd'hui sur les routes du Tour. Et il arrive à gagner. Je crois que c'est un coureur de l'extrême. Aussi dans ses méthodes de préparation, il se fracture le poignet et la clavicule en février, début février, et il revient déjà sur Milan-San Remo. Il est sur entraîneur 3 jours après l'opération. Voilà, il y avait des vidéos Instagram où on le voyait un plâtre avec, je crois que c'était peut-être sa planche de fer à repasser, on le voit les 2 bras sur son entraîneur, c'était assez fou en vrai en y repensant. Donc c'est vraiment le prototype du coureur dur au mal. Après voir un Danois gagner sous les températures dignes du Qatar. Ouais. Voilà, c'est... Et un Norvégien prendre le maillot jaune, on y reviendra un petit peu plus tard. Luc, tu voulais ajouter quelque chose? Ouais, t'as raison de le dire, t'as raison de le souligner, Julien. C'est vraiment un acharné de travail parce que c'est vrai qu'on le voit briller. Alors encore sur ces courses-là, justement, Tour de Provence, Étoile de Bessèges, il pleut, on est en début de saison, il fait très froid et tout le monde le bassine avec ça. Il lui dit, mais alors Mats, pourquoi vous aimez à ce point la pluie? Il dit tout le temps, mais j'aime pas la pluie, je déteste comme tout le monde. C'est juste que je sais m'y adapter et il sait s'adapter aussi à la chaleur et c'est quelque chose qu'il a mis en place dans son programme d'entraînement avec son entraîneur Matthias Reck depuis pas mal d'années. Même, je pense qu'ils ont été assez précurseurs là-dessus. C'est l'entraînement à la chaleur dont tu parles assez souvent, Julien, dont tu es un adepte d'ailleurs. Et Mats Pedersen, il en a parlé d'ailleurs il y a quelques instants en conférence de presse. Justement. Ouais, c'est ça. Mais malgré ça, il a dit que c'était dur aujourd'hui. Et en fait, il s'en sert lui pour compenser l'absence de stage en altitude. Il aime pas aller en altitude. Il trouve que les effets sont pas ils sont pas suffisants par rapport au sacrifice que ça demande, le sacrifice familial notamment. Et donc, avec son entraîneur, ils se sont renseignés, ils se sont rendus compte que cet entraînement à la chaleur pouvait compenser quelques effets de la. Ça simule un peu les effets d'hypoxie où il s'habille en fait, il se couvre autant que possible. C'est ce que me racontait Nicolas Broyard, le coureur de Total Energy. Il se met sous le cagnard et puis il met des gants, des bonnets, tout ça, des jambières au maximum pour justement suer un maximum et ça développe des adaptations physiologiques qui simulent le manque d'oxygène. Il fallait quand même avoir du courage du côté de chez Lidl Trek pour lui faire confiance aujourd'hui. On rappelle qu'il y avait quasiment 3000 mètres de dénivelé positif. Peut-être, Éloi, je te donne la parole là-dessus. 3000 mètres de dénivelé positif et pourtant, on a à tout prix voulu privilégier Pedersen aujourd'hui. Moi, au tout départ, je pensais vraiment qu'il allait jouer surtout le sprint intermédiaire, pour être tout à fait honnête. Il y avait aussi Girma, il y avait Philipsen aussi. Ouais. Dans l'échappée. Et donc moi je pensais qu'il allait un peu plus se relever, sachant qu'il avait aussi un bon client, Vacek, qui est très bon grimpeur et qui pouvait clairement jouer la gagne. Et en fait il s'est accroché, puis il y a la victoire au bout. Donc c'est ça moi aussi qui m'a le plus impressionné. Moi je pensais vraiment qu'il allait jouer les points en début de journée, malgré même si Thomas avait parié sur Pedersen plus tôt dans la journée. Mais voilà, moi c'était ça qui m'impressionnait. Il y avait même une pointe de déception de ce côté de ne pas être passé en tête au sprint intermédiaire, comme si cette journée n'avait pas été assez parfaite. Julien, tu voulais ajouter quelque chose là-dessus, je crois? Non, tout a été dit. Mes collègues sont parfaits. Alors juste quand même, puisque vous parlez du sprint intermédiaire, il revêt également le maillot vert. C'est son objectif sur ce Tour de France à Mats Pedersen. Bon, ça commence bien. On a envie de dire pour lui. Ouais, ça commence très bien. Tout le monde disait oui, la première étape pour sprinter, on n'arrive qu'à la 5e. C'est assez tard. Et il y a ce nouveau règlement aussi qui maintenant place les étapes dites vraiment de pur sprinter. Il y en a 5 cette année sur le Tour. Elles valent 70 points chacune. La première, ça sera demain à Pau. Aujourd'hui, c'était 50 points. Et ce nouveau règlement, Mats Pedersen, il pensait que ça le désavantageait. Mais là, il a pris un gros coup d'avance. On regarde le classement du maillot vert. Donc là, il a 103 points. C'est 48 de mieux que Pogačar. Bon, lui, il n'est pas un candidat officiel. Mais 64 sur Girmay, 73 sur Philipsen et 95 sur Tim Merlier. Donc c'est quand même déjà un avantage très conséquent. Luc.
Au-delà du nouveau barème, ce qu'il pensait qu'elle allait être un désavantage pour lui, c'est le fait que les sprints intermédiaires sont placés plus tôt sur les étapes cette année. Et lui, il aimait faire la différence, justement, partir en échappée. Et quand il y avait 2-3 cols, il savait que les autres sprinters n'allaient pas pouvoir suivre. Et lui, il allait survivre et pouvoir passer en tête au sprint intermédiaire. On l'a vu aujourd'hui d'ailleurs, justement, Girmay et Philipsen passent devant. Et il compense, lui, par contre, en gagnant à la fin. Il allait tellement vite qu'il déclenche même les alarmes ici. Mats Pedersen, juste un petit mot, parce que demain, justement, ça va être une étape pour sprinter. Mais alors certes, c'est peut-être pas la plus grosse pointe de vitesse du peloton, Éloi, mais il peut quand même faire top 5, voire un petit peu mieux face à des grosses écuries, face à des gros coureurs type Tim Merlier, Jasper Philipsen ou Binen Girmay. Ah oui, c'est tout à fait envisageable pour demain. Alors effectivement, ça sera un peu plus plat qu'aujourd'hui. Peut-être qu'il sera un peu plus fatigué aussi de son étape d'aujourd'hui. Après, je pense que demain, il aura quand même des sérieux concurrents. Philipsen qui a quand même un train et un poisson pilote d'exception avec Mathieu Van Der Poel. Peut-être qu'il lui manque une ou deux personnes. Après, on a vu que Pedersen n'a pas forcément besoin d'un train très bien huilé pour lever les bras. Il peut vraiment se débrouiller tout seul. Donc non, ça va être intéressant de voir demain ce qu'il va faire. Et c'était décidément une journée très scandinave dans la touffeur du sud-ouest et à des températures, on l'a dit, au-delà des 40 degrés, déjà porteur du maillot rouge de leader de la Vuelta l'an passé pendant 4 jours. Thorstein Tren ajoute donc le maillot jaune à sa collection. Il était le mieux placé au général des 34 coureurs partis en échappée. Il a résisté jusqu'au bout pour s'emparer de la première place du classement général. C'est seulement la deuxième fois qu'il est aligné sur la grande boucle. La première, c'était en 2023. Pas le coureur le plus connu, mais assurément, le Norvégien est une valeur sûre du peloton à 30 ans, tellement sûr, Julien, qu'on va un petit peu dévoiler notre cuisine. Tu l'avais parié ce matin dans le concours de pronostic de l'équipe. C'est vrai, j'ai été Bravo à toi. Soit très talentueux, soit très chanceux, mais je pense connaître je crois que c'est la seconde option. Mais qu'est-ce que tu as dit Tu ne gagnes pas l'étape pour autant, puisqu'il n'est pas dans le top. Mais c'est pas mal quand même. En tout cas, tu l'avais vu fort aujourd'hui. En tout cas, j'étais très heureux quand je l'ai vu dans l'échappée. Et effectivement, non, c'est une valeur sûre. Il a terminé quand même 9e du Tour d'Espagne l'an passé, donc et il avait été leader aussi. Il avait porté le maillot rouge. Il avait porté le maillot rouge, donc il a déjà cette expérience de porter le maillot de leader sur un grand tour. Et pour lui là, avec son avance, il a combien ? Il a 8 minutes sur Pogacar quand même. Sur Pogacar, 7,53. Il peut vraiment voir venir. C'est possible qu'on le voit pendant peut-être une petite semaine. Après bon, il y a le Tourmalet. UAE a dit que c'était la journée la plus importante de la semaine. 8 minutes sur le Tourmalet, ça peut se reprendre. Ça peut se reprendre, mais bon, c'est pas dit qu'il craque non plus à ce point-là. Tout dépend à quel point UAE voudra faire la course ce jour-là. Mais en tout cas, voilà, il a quelques beaux jours devant lui. Oui, je suis d'accord. Non, mais c'est quand même un bon grimpeur aussi. Hein. Il l'a montré sur la Vuelta. Il le garde quand même 4 jours. Moi, il m'avait fait bonne impression aussi au Tour de Suisse en 2024. Je crois que c'était sa première victoire professionnelle et c'était au Saint-Gothard, donc quand même une ascension. Et il revenait, alors ça remontait 2 ans avant. Je sais pas si je devance tes questions là. Non, mais j'allais y venir justement. Oui, parce que c'est un coureur au destin particulier. J'imagine que tu vas en venir là, Luc. Ouais, c'est ça. Donc en fait, remontons au Tour des Alpes 2022, en avril 2022. En fait, il avait été meilleur grimpeur et lors d'un contrôle antidopage, ils avaient décelé un cancer des testicules. Et donc il a été opéré dans la foulée et il est revenu très vite à la compétition puisqu'il est revenu en octobre de la même année. Et donc à peine moins de 2 ans après, il s'est imposé au Tour de Suisse. Et puis ce jour-là, il était, il m'a fait l'impression d'un garçon un peu dans la lune. Il était assez marrant en conférence de presse. Il regardait un petit peu en l'air, comme si le toit l'impressionnait. À chaque question, il avait l'air un petit peu étonné. Et je sais pas s'il a donné cette impression-là en conférence de presse aujourd'hui. J'ai pas assisté, mais ouais, ça a l'air d'être un garçon assez atypique et puis qui est finalement en train de se spécialiser dans le fait de prendre le maillot de leader dans les échappées. Éloi, un mot sur Thorstein Tren. Je vais avoir du mal à le dire, celui-ci. Ça va être compliqué. Non, mais apparemment, c'est le mois des Norvégiens. Les Norvégiens font beau parcours en Coupe du Monde. Il en a parlé d'ailleurs. Et il en a parlé. Ok, j'étais pas non plus à la conférence de presse. Il a dit quelque chose. Il a dit, bon, je sais que le foot fait rêver, ça fait rêver la Norvège, mais j'espère qu'avec ce maillot jaune, je ferai aussi rêver la Norvège. Non, mais moi, ce que je retiens, c'est cette résilience du bonhomme, quoi. Revenir d'un cancer, je pensais pas tous les jours. Et puis moi, je trouve que c'est aussi agréable de voir une nouvelle tête en jaune sur ce tour. On a l'habitude de voir 2 personnes en la matière de Pogacar et Vingegaard vampiriser un peu ce maillot jaune. Donc je trouve que ça apporte aussi un peu une fraîcheur autour. Je trouve que ça fait du bien. En tout cas, moi, je trouve que c'est plutôt cool. Et il l'avait dit, puisque voilà, on parlait de son passé, sa maladie. Il l'avait dit après s'être emparé du maillot rouge sur la Vuelta l'an passé. Il avait dédié cette tunique de leader à tous les malades pour essayer de leur donner de l'espoir. Alors c'est vrai qu'il n'a pas été questionné là-dessus aujourd'hui, en tout cas pas en conférence
conférence de presse. Moi, j'ai rien entendu là-dessus, mais forcément, il a dû y penser. Torsten. Parce que ça remonte aussi, je pense, et qu'avec la Vuelta, on a déjà beaucoup dû lui en parler, que finalement maintenant c'est derrière lui, et puis il essaye de suivre une trajectoire un peu plus normale entre guillemets. Voilà, il est revenu au plus haut niveau et il est en train de montrer qu'il est un coureur qui compte. Et confirmation, en tout cas pour cette équipe norvégienne Uno X, qu'elle grandit après la victoire d'étape l'an passé sur le Tour à Toulouse avec Jonas Abrahamsen, un premier maillot jaune dans, si je dis pas de bêtises, dans l'histoire de l'équipe de Thor Hushovd, qui lui-même avait porté le maillot jaune il y a bien longtemps. Lui aussi, il était très ému, justement, le manager de l'équipe Uno X, Thor Hushovd. Bon, en tout cas, on peut imaginer, je vous sens un petit peu démuni, simplement pour parler d'Uno X. C'est une équipe qui est vraiment en train de grandir. C'est une équipe qui est un petit peu à l'ombre des toutes meilleures, des plus gros budgets, mais elle est là. Bien sûr, il montre que ASO a fait confiance de leur donner des invitations et année après année, il confirme que c'est une équipe qui pèse et pas seulement sur le Tour de France. Il y a des victoires un peu partout sur le Tour d'Italie avec Vernès. Ils ont quand même elle est très atypique cette équipe. C'est la seule où il y a que 2 nationalités. Ah, il y a une identité très forte, très marquée. C'est ça, c'est la seule dans le peloton qui a réussi même... Et qui est voulue d'ailleurs, qui est voulue vraiment qui est très clairement. revendiquée, bien sûr. Comme ça permet de donner la chance... Donc en l'occurrence, disons-le, les Danois et les Norvégiens. Exactement. Merci Arnaud. Donc non, il donne raison à ESSO et c'est une équipe qui continue de grandir, qui forme des super coureurs comme les frères Johannessen, Tobias qu'on a vu, je crois, encore 5e à Barcelone. Donc voilà, ça permet de mettre encore un gros focus sur cette équipe qui, je pense, n'a pas fini de nous surprendre sur ce Tour de France. Mais ça se ressent, je trouve, depuis le début du Tour. En tout cas, nous, on a l'habitude d'aller à l'avant de chaque étape, chaque journée. Et on voit, je trouve, beaucoup de supporters Uno X, beaucoup de drapeaux norvégiens. Sur la deuxième étape à Barcelone, il y avait même une sorte d'endroit, un peu une sorte de fan zone d'Uno X. Alors peut-être une centaine de spectateurs, mais ils étaient présents. D'ailleurs, repris la célébration qu'on voit à la coupe. Et voilà, et même dans Montjuic, c'était assez sur la deuxième étape, chaque coureur d'Uno X était supporté par le public en faisant le Viking Row. Donc maintenant cette célèbre le coup de rame du Drakkar. Voilà, le coup de rame du Drakkar fait pour les footballeurs. Et là, tout le monde l'utilisait. C'était vraiment drôle. Et on sent vraiment, une sorte de petite communauté qui se construit, en fait, autour des Norvégiens. Je trouve que c'est assez bluffant depuis le début du Tour. Un dernier mot à ajouter sur Uno X, quelqu'un? Ouais, peut-être. Disons que c'est pas une équipe avec de très grands noms, même s'il y a évidemment de très bons coureurs. Voilà, Torsten Tren, Abrahamsen, Johannessen, je l'ai mentionné, Magnus Kort. Mais c'est une équipe qui travaille très intelligemment et qui, dès qu'elle a commencé à émerger, mettait déjà énormément de moyens dans les gains marginaux, et ce qui est assez surprenant pour une petite équipe, on va dire. Et je pense que ça se ressent très vite parce que il y a eu cette victoire d'Abrahamsen l'an dernier, et en fait ça paye vraiment très rapidement pour eux. Et parlons quand même d'un élément central dans cette étape, l'extrême chaleur qui s'est abattue toute la journée sur la route du Tour. Alors on en a parlé avec Mats Pedersen il y a quelques instants. Ça avait commencé ce matin par un fait assez cocasse, j'allais dire, je sais pas si c'est vraiment le mot, mais en tout cas la clim du bus de Visma-Leasebach qui est tombée en panne, si bien que les coureurs ont dû aller au départ à Carcassonne escortés par la garde républicaine, je crois, c'est ça? Oui, sans doute. Je crois que c'est l'info qu'on a eue. L'UCI ce matin s'est fendu d'un communiqué rédigé avec l'organisateur du Tour ASO sur le fait que les ravitaillements avec les musettes ne se résumaient pas aux seules zones dédiées, mais aussi dans les ascensions répertoriées. Donc il y a une première mesure vu les conditions exceptionnelles, et ça va s'étendre dans les jours qui suivent. On a vu, alors je sais pas si c'est tous les jours comme ça, mais ça m'a surpris aussi au départ. Il y avait un véhicule relatif aux pompiers qui aspergeait les spectateurs avec une lance. Ah oui, c'est vrai. Une femme harnachée à l'arrière, c'était assez. Il valait mieux. Il valait mieux. Heureusement qu'elle était harnachée, mais non, mais c'était une étape particulière. Mais parce que quand on est sorti de Carcassonne, on avait presque l'impression que le Tour c'était pas la bonne route, parce qu'il y avait presque aucun spectateur sur certaines portions. C'était le désert, quoi. Le Qatar au pays Qatar, quoi, si j'ose dire. Justement, ils vous ont dit quoi, les coureurs? Dans quel état vous les avez trouvés? Alors toi, t'en as trouvé certains en train de faire trempette, Éloi, mais globalement, c'était quoi l'état d'esprit? J'imagine quand même qu'il y en a certains qui ont pris très très chaud aujourd'hui, non? Romain Grégoire, quand il est arrivé au bus, il était vraiment exténué, beaucoup de sel sur son cuissard noir. Et il a mis un peu de temps à reprendre ses esprits. Peut-être que Luc, je vois que tu fais un geste. Non, mais Thomas Perotto, qui est malheureusement absent ce soir, voulait poser une question au sujet de Romain Grégoire à Julien, et voulait savoir ce qui s'était passé pour lui aujourd'hui, alors que c'était une étape qu'il avait particulièrement cochée, tu nous avais dit. Ouais, je ne sais pas, parce que je n'étais pas au bus Groupama FDJ. Du coup, c'était Éloi. Mais en fait, il est vite remonté dans le bus, et il y avait un membre de son staff qui préparait déjà un bain froid. Mais moi, je l'ai trouvé vraiment touché en revenant en bus, et de manière générale, c'était assez cocasse, vraiment. Chaque bus avait sa petite technique. On a vu des coureurs de Cofidis un peu à la manière des coureurs d'Ineos sur le contre-la-montre, tremper les bras, les avant-bras dans des bassines d'eau froide.
Pareil, 6 coureurs de total qui ont pris un bain ensemble froid sous le regard de Jean-René Bernaudot, c'était aussi assez cocasse. Ils sortaient du bus pieds nus, donc leurs pieds brûlaient sur ce goudron chaud, mais ouais, on sentait globalement tout le monde assez exténué, ça se voyait sur les visages. Alors tu l'as dit Luc au début de ce podcast, c'est vrai que les coureurs sont habitués à courir sous la chaleur, c'est le Tour de France, c'est comme ça, mais là quand même la chaleur elle est extrême cette année et ça va pas s'arrêter parce que on annonce au moins des chaleurs pendant 7 ou 8 jours encore. Le peloton va rester au moins encore un petit moment dans le sud-ouest ou dans le centre de la France, bref, là où se situent les chaleurs. Ils vont terminer dans quel état les coureurs? Est-ce qu'il y a de la crainte justement, une crainte particulière chez les coureurs là? J'ai pas ressenti de crainte, mais t'as raison. Voilà, ils ont été obligés de s'adapter. Pogačar en avait parlé aussi hier. Il disait que c'était quand même bien mieux dans la gestion par rapport à quelques années en arrière, parce qu'on sait de quoi on a besoin. On a imaginé plein de dispositifs avec des glaçons, avec énormément de bidons, de personnel qui est disposé sur la route pour leur donner de l'eau. Et malgré tout ça, je sais qu'hier certaines équipes ont été à court d'eau et UAE a encore dit aujourd'hui qu'ils avaient souffert de la chaleur comme jamais. Donc c'est sûr que ça va avoir un énorme impact sur les organismes. Et aujourd'hui aussi Bahreïn, j'ai interrogé Lenny Martinez et un membre de son staff, pareil, ils ont été à court d'eau en fin d'étape. On a parlé c'est Thomas Pidcock qui avait parlé hier de 10 000 bidons distribués au peloton. Je sais pas si on imagine la quantité, ça fait 5 000 litres en fait pour 180 coureurs, ça fait beaucoup. Et puis des kilos de glace aussi. Le médecin de Total Energy nous racontait ce matin qu'ils avaient prévu entre 60 et 80 kilos de glace pour mettre dans les maillots des coureurs en cours d'étape, alors que c'est plutôt autour de 40 les jours précédents. Donc les équipes ont pris leur disposition, mais après bon, si on est en manque de ressources d'eau, voilà, c'est forcément problématique. Ouais. En tout cas, ça risque de chauffer ces prochains jours sur la route du Tour. Merci Julien, merci Luc, merci Éloi, vous avez été parfaits. Je vous laisse filer. Moi, je vous parle tout de suite de la 5e étape du Tour de France. Mercredi 8 juillet, la 5e étape du Tour de France mènera les coureurs de Lannemezan à Pau, 158 km 300, l'une des étapes les plus courtes de cette édition, avec un parcours relativement plat à travers les Hautes-Pyrénées, le Gers et les Pyrénées-Atlantiques. 1600 mètres de dénivelé positif au total et une seule ascension placée à 26 km de l'arrivée, la côte de Balex, 1 km à 8,8% de pente moyenne, a priori largement à la portée de sprinters, pour l'instant muet depuis le départ de Barcelone samedi, si l'on accepte effectivement Mads Pedersen. Et c'est un fait assez rare pour être signalé. Il faut remonter à 2015 puis 1992 pour trouver trace d'un Tour de France sans sprint massif jusqu'au 5e jour de course. Les équipes des principaux intéressés, impatients d'en découdre, feront certainement le nécessaire pour contrôler les échappées du jour, si tant est que des coureurs osent prendre les devants après 4 jours éreintants et sous une chaleur encore une fois de plomb. Alors qui de Tim Merlier, de Jasper Philipsen, de Binyam Girmay ou encore de Mads Pedersen s'offrira le bouquet? Réponse un peu avant 18h mercredi, et nous on se retrouvera juste après pour un nouvel épisode de l'équipe du Tour, disponible sur l'appli L'équipe et sur toutes les plateformes de podcast. Merci d'être tous les jours encore plus nombreux à nous écouter. Merci aussi à Mathieu Roclago à la réalisation de ce podcast, et moi je vous dis à demain.